Alors salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors d'ailleurs, je vais peut-être mettre la vidéo, mais je sais pas faire. Je vais la mettre en grand écran, mais c'est pas grave. Alors pour ce deuxième épisode, j'ai voulu réinviter Albert Sad pour qu'il puisse nous faire part, de comment passer de rien du tout en fait à investisseur immobilier, puis marchand de biens, et puis après peut-être qu'on parlera un petit peu de la promotion parce que ce mec-là rien ne l'arrête et la foncière aussi. Alors dans le dernier podcast, je vais mettre un lien. Alors attends parce que c'est ici, je crois. Voilà. Oula. Enfin bref, vous ferez votre messe. Euh, on avait présenté un petit peu Albert et comment on était arrivé au marchand de biens. Donc on n'avait pas terminé ton histoire et c'est là maintenant que tu reprends le flambeau parce que je crois qu'on était resté à Logis Direct, je crois. Ouais. D'accord. Donc Logis Direct, donc qui était une agence immobilière pas très professionnelle du tout. Il s'était développé très rapidement. Alors après, c'était leur business model qui était d'avoir un commercial ne coûte rien Ok. tant qu'il te rapporte de comment ça s'appelle enfin, il te rapporte que de l'argent. Tu le payes que qu'au résultat. Ouais. D'accord. Donc que tu en aies un ou 70, concrètement, toi en tant que patron, ça ne te change pas grand-chose. Ouais. Plus d'emmerdes à gérer, une mauvaise image parce que tout le monde se fait la guerre, etc. Mais ça, c'est un choix de stratégie. Hmm. Voilà. D'accord. Effectivement, on était sur le fait que j'ai été formé en quelques minutes, mais vraiment des petites secondes, le temps de m'expliquer ce que c'était qu'un mandat. Et j'étais parti, la fleur au fusil, taper aux portes. Des professionnels de la formation sur l'agent immobilier. Voilà. Ouais, que je regarde un excellent souvenir. Ça me fait penser d'ailleurs à un truc. Est-ce qu'il y aurait pas, parce que toi t'es agent immobilier, est-ce que tu y aurait pas un créneau pour lancer une formation d'agent immobilier? Parce que toi ça fait plus de 10 ans que t'es agent immobilier. Des choses comme ça, je sais pas. Je sais pas. Gentil, Peut-être, toi. hein? J'aime quand tu me rajeunis autant. Ouais, ça fait 20 ans ça. J'ai démarré en 2004, donc forcément, ça fait un peu plus, mais Ça fait un peu plus. et je Ouais. le fais toujours. Alors si, il y a des formations. Il y en a déjà plein. Et puis il y a les chambres, tu as des livres. Alors effectivement, le nombre de livres se multiplie. Avant, tu n'en avais qu'un seul qui écrivait sur le sujet. Et après, tu avais les franchises qui avaient un peu leur formation. Mais en fait, ça a toujours été le même process. C'est une formation, ça coûte cher. C'est un investissement sur la personne. Ouais. Donc ce qu'on fait, c'est on recrute à peu près n'importe qui. On regarde au bout de 6 mois qui est vivant, et de là, Hmm. on regarde, on investit sur ceux qui restent. Et Ouais. du coup, alors, pour répondre à ta question, j'ai ce magnifique petit livre que j'ai écrit, qui est tout petit, sur qui est Devenir remarquable grâce à l'immobilier, donc qui explique comment créer Hmm. sa marque dans les 3 premiers mois. Après, sur vraiment toute la formation pour transmettre mes 20 ans d'expérience, je suis quelqu'un qui aime bien l'immobilier, tu vois. Et normalement, le principe de l'immobilier, c'est que tu travailles une fois et que tu récoltes au fur et à mesure. Ouais, c'est la différence, pour ceux qui connaissent le cadran du cash flow, c'est la différence entre travailleur indépendant ou salarié et investisseur. Ouais. Moi, je suis plus du côté investisseur. Donc, j'aime bien quand Hmm. je fais quelque chose, travailler une fois et que ça me rapporte longtemps. Ouais. Donc, moi, j'ai beaucoup investi pour me former tout seul, me payer des formations, faire des erreurs, etc. Donc, aujourd'hui, je les forme, je forme des commerciaux, mais je forme uniquement mes commerciaux. Ok. Oui, ce qui est pas anormal non plus, hein. Voilà. Comme ça, je rapporte ma carte professionnelle, l'ensemble du marketing, etc. Et donc là, la différence, c'est que nous, on fait passer, par exemple, des tests de personnalité pour être sûr que la personne peut réussir. Et on les accompagne en coaching 1 heure par semaine, Ok. plus les réunions de groupe. Donc vraiment, pendant les 3 premiers mois, il y a vraiment un accompagnement assez important. Et du coup, on n'est que sur Lyon pour l'instant, toi. Donc voilà. Pour répondre à ta question, formation des agents, aujourd'hui, il y en a un peu partout. Il y en a des bonnes, des moins bonnes. Euh, Ça dépend de chacun. En tout cas, là, dans ma méthode, il y a comment créer sa marque. Ok. Sur la petite subtilité qui est comment faire 100 000 euros dans sa première année quand on démarre. Ma méthode amorçage, je la donne effectivement qu'à mes commerciaux. Ok.
Ok, ok. Peut-être que c'est un point qu'on pourra discuter après, Volontiers. ou dans un autre épisode. Je le note, hein, c'est pour ça que je suis en train de noter. Mais alors du coup, Logis Direct, comment ça s'est passé en fait? Quelles ont été tes affaires? Est-ce que l'expérience, qu'est-ce que ça a été? Euh, Plutôt bonne. Après, j'étais sur un bon secteur qui était Caluire. Donc, comment ça s'appelle euh, j'ai beaucoup travaillé pour mes parents étant enfant. Donc, c'est une petite entreprise familiale. Et là, un gros groupe où vraiment, euh, enfin, c'est que des requins. C'est vraiment l'immobilier que des requins. C'est-à-dire que je me suis fait voler des ventes, Ouf. voler des mandats, etc. Et les patrons en avaient, mais alors, rien à cirer. Ah, c'est chaud ça. Moi, j'avais pris rendez-vous, par exemple, pour signer avec une personne pour un appartement. Ouais. Et en fait, le patron, enfin, le responsable de l'agence, même pas le patron, m'a dit, oh, bah, finalement, t'as pas rendez-vous. Une autre commerciale a fait une visite après toi, a pris une offre pour lui vendre autre chose. Et concrètement, la commission était meilleure pour la deuxième vente, donc ils ont préféré la deuxième. Oh putain, c'est chaud ça. Alors que moi, j'avais respecté le protocole, c'est-à-dire que elle avait fait une offre, on avait rendez-vous chez le notaire, bim, j'avais fermé le dossier. Voilà, la personne a réouvert le dossier, a pris rendez-vous avec la personne, etc., avec la cliente. C'est des cow-boys quoi. C'est des cow-boys. Voilà. Donc, euh, mon ami Régis Sessor, qui m'avait envoyé dans le monde de l'immobilier, a vu que j'arrivais à faire quelques ventes Ouais. et il m'a invité gentiment à reprendre son agence. Voilà. Ah, parce qu'en plus d'être marchand de biens, il était agent immobilier. Alors, en fait, il avait investi dans un groupe qui s'appelait, enfin pas un groupe, mais enfin, une, euh, comment ça s'appelle, une régie qui s'appelait la Régie Coupa. Et la Régie Coupa était propriétaire, avait racheté une agence immobilière pour traiter leur dossier qui s'appelait l'agence Chabot Immobilier. Et D'accord. Chabot, en fait, était un ancien promoteur lyonnais. Ok. Et quand il a pris sa retraite, il a vendu sa société de promotion et le promoteur qui a racheté Chabot Immobilier voulait pas de l'agence immobilière, donc Hmm. du coup c'est Coupa qui a racheté l'agence immobilière. D'accord. Et donc du coup avec ce Régis-là, t'es quand même resté à le fréquenter malgré le coup qu'il t'avait fait d'apporteur d'affaires là? Mais ça a recommencé en fait une deuxième fois. Hein. Quand on aime, on compte pas. Donc il me l'a fait une deuxième fois, c'est-à-dire qu'il m'a dit Oh. oui, enfin il me dit viens prendre l'agence. Je lui fais bah non, en fait non. Ah Je vais pas d'accord. donner crédit pour toi. Pas deux fois quand même. Tu vas Ok. pas me la faire deux fois. Et D'accord. il fait non, mais l'agence, il n'y a que des vieux, ils vont dégager, dans 3 ans, on te la vend. Et là encore, j'y suis allé sans aucun promesse de vente, sans rien. J'y suis allé, tout feu, tout flamme. J'ai bossé comme un taré. Et 6, 8 mois après, ils nous ont réunis, ils ont fait oh, on va vous offrir champagne, on a une belle annonce à vous faire. Et voilà, on vient de vendre la régie Coupa, donc avec l'agence immobilière, à Foncia. Et quand tu connais comment ça se passe dans le monde de l'immobilier, tu sais qu'en fait, ils étaient déjà en négociation. Ah putain, le bâtard. Ils m'ont juste fait rentrer pour rentrer plus de mandats pour pouvoir valoriser l'agence de transaction plus chère. Ah c'est abusé. C'est abusé. Et toi, Voilà. t'es resté, tu t'es barré, t'as fait quoi? Ah, je me suis barré le soir même. Le soir même, j'ai fait le tour du quartier. On était à Foch. Et j'ai pris le lendemain, j'ai repéré un local et le lendemain, j'ai ouvert mon agence à Foch, avenue Foch, juste à côté. Ok. Et donc c'est à ce moment-là que tu t'es mis Et à à ce brûler. moment-là, je me suis dit, OK, je mets mon nom sur l'agence, c'est moi, Satre, c'est moi, Ouais. Albert, les gens viennent pour moi. Hors de question de retourner dans un réseau ou avec quelqu'un ou qui que ce soit. Est-ce que on peut dire, bon, moi je connais la réponse, mais parce que là, tu as quand même eu deux expériences avec Logis Direct et Régis, des agences immobilières. Euh, est-ce, est-ce que concrètement, tu as eu deux fois pas de bol? Ou est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça? Ou est-ce que dans beaucoup, c'est beaucoup, c'est la parité? Enfin, En fait, le problème vient de la loi Hoguet. C'est
Voilà, encore une fois, on a des législateurs qui font n'importe quoi en pensant, enfin, je sais pas comment ils réfléchissent, mais concrètement, en fait, la loi Hoguet interdit, oblige l'agent immobilier d'être payé qu'à la négociation finale, c'est-à-dire à la réitération de la vente. Ce qui n'est pas le cas chez les anglophones. Chez le marché anglo-saxon, en fait, ils ont la liberté de mettre les tarifs qu'ils veulent et comme ils veulent. Ce qui fait que nous, vu qu'on peut être payé qu'au résultat, c'est une bonne chose, mais concrètement, tu as un énorme risque. Donc, ce qui fait que tout est avenant. Donc, quand tu as des commerciaux, au lieu de les payer, eh ben, tu vas les prendre au résultat pareil. Ouais. Donc, en clair, tu prends un peu n'importe qui et tu vois ceux qui se démerdent. Voilà. Et donc, du coup, là-dedans, tu as beaucoup de gens qui font n'importe quoi parce que concrètement, faire une vente, ça peut te permettre de tenir l'année ou 2 ou 6 mois. Et donc, chacun, c'est pour ça que c'est un peu un banc de requin. Tu lances le truc et concrètement, tu verras ce qu'il en sort. Donc, pareil pour les commerciaux, pareil pour la manière dont on traite les clients, etc. Parce qu'il y a aussi, c'est une vente. Tu fais une fois une vente et puis c'est tout. Alors que, par exemple, chez les anglo-saxons, en Angleterre, tu peux demander des frais d'avance. D'accord? Donc, quand tu signes ton mandat, tu vas payer des honoraires. D'accord. OK? Ce qui fait que déjà, tu vas pas mettre dans 10 agences immobilières différentes. Ce qui en fait pourrit ton bien. Enfin, ça, c'est tout un autre truc. C'est la plus mauvaise stratégie à faire, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour le vendeur. Mais sur le côté marché, en fait, vu que tu vas payer des honoraires tout de suite, plus un résultat, Ouais. tu vas faire attention à qui tu choisis. Là, en France, vu que ça te coûte rien, tu penses que ça te coûte rien parce que concrètement, tu payeras que à la vente, non seulement t'en mets 5, 2, 3 agences qui te pourrissent la vente, et en plus, tu dis oui à tout le monde. Parce que ça te coûte rien de dire oui. Ah, c'est ça, hein. Et en fait, c'est là où tu retrouves des stratégies totalement à l'inverse de l'objectif. C'est-à-dire que tu vas dire aux clients, certains le font, c'est promettre le prix le plus exceptionnel. Ouais. Ton bien, il vaut 100. Ils vont te dire oui, mais moi, je suis capable de vendre 150 pour qu'ils signent un mandat avec toi. Et après, ils vont servir de ton bien comme d'un épouvantail. Ça veut dire qu'ils vont amener un visiteur, un client, visiter ton bien. Ils vont lui dire oui, 150 c'est bon prix. Voilà, jusqu'à ce que le mec flippe parce qu'il se dit merde, je pourrais jamais rien acheter de correct dans ma vie. C'est trop cher, les prix de l'immobilier sont trop chers. Ça, c'est une bonne rengaine. Et bizarrement, il retrouve insidieusement un bien immobilier, mais qui est peut-être sous offre, etc. Et voilà, il t'emmène voir un deuxième bien immobilier. Et comme par hasard, ce deuxième bien immobilier, il est à 100, exactement ce que tu veux, exactement dans ton budget et au bon prix. Et voilà. Mais vu qu'il y a déjà une offre, concrètement, c'est soit tu fais une offre tout de suite, soit ça te passe sous le nez. Et là, le bonhomme, il signe. Donc, ils se sont servis du premier client comme un pigeon, au bien à 150. Et voilà. Et après, quand le client, qui lui a des besoins, il a besoin de vendre, donc il va voir son conseiller, et là, il lui dit, mais vous voyez, on a fait 10 visites. Les 10 visites, ça n'a pas marché. Alors, non pas que ça n'a pas marché, c'est simplement, on s'est servi de votre bien d'un épouvantail, mais il lui dit jamais ça. Il lui dit simplement, on a fait 10 visites, ça n'a pas marché, c'est que le prix est trop cher. Et à ce moment-là, il va ramener le client à 100, qui était le bon prix. Sauf qu'entre-temps, le propriétaire, il a perdu 6, 8 mois. Okay. Et ça, le fait que ça ne coûte rien au propriétaire d'engager, de signer un mandat, ça permet ce genre de pratique, qui est strictement impossible en Angleterre. Parce que le mec, il touche juste, en fait, la première prime, elle est très, très basse, elle est de 600, entre 600 et 1000 pounds, ce qui représente les frais de pub, en fait. Et mais du coup, est-ce que le fait est-ce que le système anglais n'a pas d'autres perversités en fait? Parce que je me dis, du côté des agents immobiliers, ça peut être justement l'opportunité de rentrer un maximum de biens, et peut-être qu'il y en a, je dis pas que c'est le cas, mais peut-être qu'il y en a justement qui peuvent vivre juste avec les frais d'entrée en fait. Non, parce que ça te paye pas grand-chose. Okay. Les frais d'entrée te payent vraiment que la pub, parce que tout ce que j'ai vu, je te dis, c'est à peu près 600 pounds. Tu ne vis pas avec 600 pounds. Ok.
Ok, ok. Et du coup, alors, donc là, je reprends l'histoire, tu as commencé à monter ta propre agence. Ouais. Alors déjà, première question, comment est-ce que tu as fait pour louer un local commercial? Parce que en tant que, tu sais qu'en tant que bailleur, quand tu ouvres ta boîte, c'est plus compliqué de trouver un local. T'as pas d'antécédent, t'as pas d'historique, t'as pas de, tu vois? Euh, Alors là, tu me poses une colle, ça a été très simple. Ah ouais, d'accord, ok, Non, non, c'était merde, c'était une régie lyonnaise qui avait le mandat, Pedrini. Voilà, j'y suis allé, j'ai demandé et c'est tout. J'ai ok, négocié même 3 mois pour pouvoir faire les travaux, pour foutre un coup de peinture et voilà. ok. Bon, bah écoute. Donc ouais, mais ça s'était Non, passé. ça n'a pas posé problème. J'ai posé l'argent, le dépôt de garantie, etc. Ok, C'était assez simple. ok, ok, ok. Après, c'était un petit local. Hein, de mémoire, il me coûtait 500 € par mois. Toi, c'est pas énorme. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, il faisait une vingtaine de mètres carrés, un truc comme ça. Il n'était pas très cher. Hein. Ok. Et alors du coup, la suite après, par rapport à tes affaires, comment t'as fait d'autres affaires, j'imagine. T'es resté indépendant combien de temps? Bah, de toute façon, tu l'es toujours Ah, de ce côté-là. alors, tu vois, je l'ai toujours. Après, maintenant, je suis en train de changer de stratégie. Donc, je prends des associés. Voilà, c'est différent. Mais oui, je l'ai été tout le temps. Ouais. Ok, ok, ok. Et par, Juste au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'avoir un bocal. Voilà, parce qu'en plus, c'est souvent en extérieur, en visite et tout. Donc, enfin, j'ai trouvé que ça ne servait pas à grand-chose d'avoir une agence. Alors, d'accord. ce qui n'est pas vraiment vrai, en fait, ça ne servait pas à grand-chose. Et c'est pour ça que je reprends des bureaux maintenant. C'est que je me suis quand même, enfin, en ayant testé plusieurs choses maintenant, Ouais, c'est-à-dire pas de local, des bureaux, donc tu connais à Saint-Priest, donc ils sont à l'extérieur de Lyon, à Vanvelin, etc. En fait, le fait d'être au centre de Lyon, là où j'étais au métro Foch, ouais, le sixième, ouais. ça m'a apporté, enfin je démarrais, c'est-à-dire que j'étais pas connu, en fait à l'époque, je démarrais, alors je faisais beaucoup de relationnels, etc. Mais ça m'a apporté un très bon relationnel, parce que ça faisait pignon sur rue, et ça faisait que en fait plein de gens m'appelaient, que j'avais croisé les jours d'avant, en disant bah tiens je suis dans le sixième, est-ce que je peux passer pour prendre un café? Et en fait, par jour, je devais boire, enfin, j'avais une forte consommation. Heureusement, j'étais jeune, mais c'était 3, 4 rencontres qui se faisaient comme ça, en fait. D'accord. Des Donc gens ça, qui passaient à l'improviste et on allait prendre un café. Alors, soit dans alors, moi, je préférais aller prendre le café au café, ouais. dans un des bars du coin, comme ça, je les voyais. En fait, je me faisais voir, hein, c'était pour augmenter mon relationnel Ah, dans le sixième. Donc, je préférais aller boire même en terrasse ou dans un bar et discuter un peu avec tout le monde plutôt que rester dans mon agence. D'où le fait que mon agence était souvent vide, parce que j'étais tout seul. ça c'est beaucoup d'agents d'immobilier, beaucoup d'agents qui font ça aussi. Quand, enfin, Mm. ils laissent leur téléphone sur l'agence, comme ça tu peux les appeler, mais effectivement, ils sont souvent, enfin, ils sont pas bons et pas bons, quoi, les agents. Ils sont tout le temps en train de prospecter, Bah quoi. oui. Ok, ok, ok. Et du coup, qu'est-ce que cette expérience t'a apporté pour justement accélérer et arriver au tremplin du marchand de biens, en fait? Alors, plusieurs choses. C'est ce qu'avait dit Régis, mais concrètement, tu prospectes toute la journée. Donc, au bout d'un moment, tu vois des bonnes opportunités. Après, tu les présentes à des marchands. Donc, tu vois un peu comment ils négocient, etc. Ce qui te permet, toi, d'apprendre à négocier. Et bah, concrètement, quand tu as une bonne opération que tu trouves, tu te fais connaître des confrères aussi. Parce qu'il y a quand même. On parlait du difficulté sur certains parce qu'ils font de la masse et ils ont du turnover, etc. Mais il y en a quand même qui sont très bons dans le métier et qui restent longtemps. Qui font les choses correctement. Et donc, du coup, ça te permet de connaître les bons agents immobiliers, ceux qui sont capables, ceux qui rappellent, etc. Et ouais, ils peuvent t'apporter des affaires après. Les autres Donc, agents, ça crée tout ça. Ça crée du relationnel, ça crée savoir négocier, savoir prospecter, etc. d'accord. Et ton but pour toi, en étant, parce que le principal problème que tu avais avant de créer ta boîte de marchand de biens, c'était que tu n'avais pas de capital, il me semble. J'avais rien, j'avais pas de capital, j'avais pas de réseau, je savais pas faire une opération de marchand de biens.
Je connaissais aucun marchand de biens, à part, Régis, je le connaissais quand j'ai créé mon agence, je le connaissais depuis 3-4 ans, c'est tout. Ouais. Ok. Et, Voilà. et à quel moment justement, parce que je cherche à savoir ce qui a fait que tu t'es dit, ok, je suis à mon compte très bien, mais maintenant j'ai ce qu'il faut. Alors déjà qu'est-ce que c'était ce qu'il faut? Et maintenant je peux y aller, je peux créer mon activité de marchand. Et c'est à quel moment que ça s'est passé ça? Euh, je réfléchis, ça s'est passé plus ou moins parce qu'au bout d'un moment, j'en avais marre de faire de la transaction. Euh, c'est arrivé aussi alors, par une erreur, c'est que je voulais aussi, là où j'ai acheté, je voulais y habiter. Hum, C'était plus pour faire une opération patrimoniale pour moi. C'est quand j'ai présenté l'opération à mon comptable et à mon notaire qui m'ont dit c'est une très bonne idée si tu veux terminer en prison. Voilà. Mais ne fais pas comme ça. T'as pas le droit, enfin, c'est pas légal. Donc, ne le fais pas. Donc, fais une vraie opération de marchand de biens, revends tous tes lots. T'as pas le droit de garder un lot pour toi. Euh, ok. Parce que c'était quoi en donc, fait là? voilà. En fait, c'était des maisons jumelées. Ah, Et t'as pas le droit de. Si tu vends une maison à un prix, tu es obligé de te vendre l'autre maison au même prix. Tu peux pas être la vendre prix coûtant, prix constructeur. alors attends, refais-la moi là. Mettons, t'achètes deux maisons jumelées. Ouais. Tu les achètes, alors t'achètes la paire en fait. Oui. Ok, donc tu les Non, as. mais là j'ai acheté une maison avec terrain. J'ai obtenu un permis de construire pour le terrain, pour faire deux maisons jumelées. Et Ouais. mon Ah, objectif, c'était de garder la deuxième. ok, Et en fait, je devais me la revendre le même prix que je vendais l'autre d'accord. à moi-même. Sinon, c'est en fait, on va dire, considéré comme de La- l'abus de biens social Ouais. de ta société de marchand. Voilà. Et pourquoi tu l'as pas fait en nom propre au lieu de le faire en marchand de biens? Bah, parce qu'il y avait un sacré. Je revendais une maison que je divisais en appartements, plus une deuxième maison. Enfin, tu, faire croire que c'est de la résidence principale, il Ouais, faut être ouais. culotté là. Ok, Il faut vraiment prendre le fils pour des cons. Et ok, là, je terminais encore plus vite en prison. Non, on va ok, arrêter les. Non, moi, ce que je voulais, c'était juste faire une bonne opération et gagner ma vie. ok. Voilà. J'ai vu. Voilà, pour le coup, en plus, c'est pas moi qui l'avais prospecté. C'est en parlant avec un confrère sur le secteur et qui m'a amené l'affaire. Ok, ok, ok. Et donc c'est à ce moment-là que tu as commencé à faire du marchand de biens. Alors Oui. cette opération-là, elle s'est passée comment? Parce que Mal. déjà, déjà capital. Bon, alors déjà, pourquoi mal? Déjà pourquoi? Alors, non, mais exceptionnel, ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une routine et se concentrer sur quelque chose, parce que là, je suis arrivé, donc je regarde le truc, je me dis, bon, bah, je vais construire mes deux maisons jumelées sur le terrain, je vais faire les plans par l'archi, je vais à l'urbanisme, et à l'urbanisme, je me dis, bah voilà, je voudrais déposer un permis de construire sur cette zone-là, pour, euh, pour des maisons constructives, enfin, pour un terrain constructif pour faire des maisons. Et la dame, elle regarde rien du tout, hein, elle me regarde dans les yeux, elle fait non, le terrain n'est pas constructible. Je fais, bah, si, le terrain est constructible. Et vous savez même pas l'adresse. Elle fait ah non, je vous assure que le terrain n'est pas constructible. Ça a duré 3-4 échanges. Et donc j'insiste, je fais si, il est constructible. Enfin, merde, je suis pas un demeuré, quoi. J'ai un PLU quand même. Il est constructible. Oh. Elle commençait vraiment à m'agacer. Elle fait bon, bah, alors, donnez-moi le nom de la rue. Et là, je lui donne l'adresse, etc. Et elle regarde et elle fait ah merde, il est constructible. Ok. Ok. Et donc, alors l'explication, c'est que alors, c'est pas le maire actuel, c'est l'ancien maire. Comme ça, les gens retrouveront la couleur hein, de Bron. Donc, ce qui se passait, c'était en fait, c'est des vieilles constructions et c'était des maisons donc plan Favier Ouais. avec les maisons sur la rue, le jardin et donc l'inverse, les jardins, maisons, rue. D'accord, ouais. Il y avait des grands jardins. Et ce qui se passait, c'est qu'au fur et à mesure, les propriétaires voyaient que le prix de l'immobilier augmentant énormément, que les gens Hmm. voulant construire une maison proche de Lyon, et Bron étant vraiment collé à Lyon, c'est juste de l'autre côté du périph', ben, commençaient à vendre leurs jardins pour faire des maisons, enfin, des terrains constructibles.
et le maire qui s'arroge le droit de vie et de mort sur sa ville, sur ses administrés, ce qu'il avait fait, parce qu'il ne pouvait pas rendre les terrains non constructibles, Ouais. sinon il serait vu et tout le monde aurait gueulé. Ben en fait, ce qu'il a fait, c'est vu que c'était des grands jardins, il y avait des beaux arbres. Et en fait, Ah, il a classé tous les arbres. Donc pour eux, l'ensemble du secteur était non constructible parce qu'il y avait des arbres de partout, d'accord. sauf sur ce terrain-là. Ok. Elle a regardé ça et qu'elle a vu que, effectivement, et moi j'ai regardé, tous les jardins autour étaient classés avec des arbres dits remarquables, sauf. Et donc là, au lieu d'avoir le permis de construire en 2 mois, ben, j'ai mis pratiquement 6 mois. Ouais. Il voulait pas te le délivrer, Donc, quoi. la galère avec les propriétaires, heureusement qu'on avait un bon accord, que j'avais bien négocié, que j'avais une bonne entente. On a pu trouver des moyens de faire passer la pilule, etc., de reporter les dates et tout le reste, mais c'était vraiment, vraiment galère. Et question terrain, parce que comme tu décris, c'était donc j'imagine c'est ça faisait comme une espèce de branche en fait, ou de l'extérieur. Donc tu avais rue et ici tu avais le lotissement. Les maisons étaient de côté rue Oui. et le jardin était à l'intérieur. Euh, En fait, tu avais le jardin, la maison devant, en proximité de la rue, et derrière, tu avais le jardin. d'accord. Et toi tu voulais construire sur la partie à l'intérieur ou à l'extérieur? Pas le jardin. Ben non, à l'intérieur, tu avais juste la place d'une voiture. Ah T'avais ok. pas... Ça faisait partie des petites astuces qu'ils n'aimaient pas. C'est-à-dire que tu fais 2 appartements, tu as besoin de 2 places de parking. Ouais. Et donc, il y avait le garage, et j'ai dessiné une place de parking devant le garage. Voilà. Ils n'ont pas aimé la blague, mais c'est pas grave. Et t'as le droit de faire ça? Ça passe. Et voilà, et donc derrière, dans le jardin, on faisait un passage. On avait pile poil les 6 mètres du passage pour aller faire les 2 maisons derrière. Et vu qu'il n'y a que 2 maisons, en fait, et vu que je séparais le terrain, j'étais pas au niveau des 3 maisons du lotissement. Parce que sinon, 3 maisons, je passais en lotissement, je devais faire un retournement pompier. Ah d'accord. Oui parce que c'est vrai que t'as des contraintes par rapport à ça quand tu veux construire des groupements de Ouais. maisons, des lotissements, des choses comme ça et ok. Et donc vraiment, j'avais trouvé le truc exceptionnel. Donc la mairie a pas du tout aimé que j'arrive à passer entre les gouttes. Et alors du coup, qu'est-ce qui s'est Dis-moi. passé? Tu l'as construite, c'est fait? Et alors, du coup, j'avais même trouvé des acheteurs pour racheter les maisons. Donc, un constructeur, parce que ce qui faisait peur, enfin, les acquéreurs avaient besoin, ça fait partie de l'apprentissage, d'avoir un constructeur de renommée, on va dire nationale, ou tout le moins de la région. Là, j'avais pris Voiron Construction, qui est très Ouais. renommé. Et, c'est le même groupe, c'est Avenir Construction. Donc, ils font à peu près 1000 maisons par an. Donc là, ils avaient une bonne renommée pour pouvoir faire les maisons. Donc, ça rassurait mes acquéreurs. Et quand je suis allé à la banque, eux n'ont pas tout à fait pris le truc. Et en fait, les banques m'ont toutes dit non, première opération, on ne vous finance pas. En fait. Oh. Et si j'avais que la cash. Hein. Donc tu y allais cash. Non, j'avais pas tout le cash, j'avais les 20% d'apport. Ok. Alors du J'avais coup, 20% d'apport, mais ils n'ont pas voulu. et comment ça s'est passé après du coup? Ben, c'est la fameuse histoire où je suis allé boire un café avec monsieur Rivoire, plus pour me remonter le moral. Il m'a raconté ses histoires, comment Ouais. lui faisait des opérations, etc. Voilà, ça dure un peu de temps. Et c'est à la fin, quand je lui parle de mon opération de bronche où j'étais bloqué, il me dit bah, pourquoi on ne la ferait pas ensemble? D'accord. Et c'est là où j'ai compris que tu pouvais en fait séparer en deux. Tu pouvais avoir trouver l'opération, c'est une partie. Donc, trouver l'opération, la réaliser, faire qu'elle soit rentable, Ouais. et après la financer. D'accord. Et donc toi, ton business model à ce moment-là, ça a été, en fait, t'as servi d'apporteur d'affaires pour ce marchand de biens. Alors, du coup, j'ai servi d'apporteur d'affaires pour le premier marchand de biens qui m'avait acheté la maison. Je lui ai Ok. expliqué, je lui ai dit, bon, voilà, comment on fait? Et il m'a gentiment dit, bah écoute, moi j'ai un client, donc je te donne 20%, je me substitue à toi au compromis, Ok.
vu que tu as le permis de construire, vu que tu as tout, la séparation, la division, on revend le terrain et je te donne 20% du bénéfice. Ok. Et du coup, ça a été fait en 2-3 mois. D'accord. Donc ça a été comme pour boucler l'OP en fait. Ouais, Ok. Et donc du coup, tu l'as pas fait avec Rivoire. non. D'accord. Ok. Bah non, en fait, j'avais déjà un marchand de biens à qui j'avais vendu la maison. J'avais pas amené un Ouais. deuxième marchand de biens sur l'opération. Ok. Et ça, c'était il y a combien de temps? Tu me fais peur. Je me rappelle plus, c'est 2012 ou 2015. Ok, il y a 10 ans quoi. Ok. Et du Ah coup, ouais, à chaque fois je perds des cheveux, à chaque fois que tu parles. oui bon, je Putain. sais pas trop ce que je veux dire, mais euh, donc Ouais, il y a quelques temps. ça a été ta première OP. Hein. Pour le reste des OP, est-ce que tu as des OP qui sont plus ou moins marqués? Déjà, tu étais sur quel type de montant, quel type d'opération? Euh, Bah, la plupart des opérations, en fait, j'ai fait des immeubles. Du coup, là, je me suis focalisé sur des immeubles avec un rez-de-chaussée commercial. hum, Et j'étais entre 500 000 et 1,5 million. ok, donc 20% d'apport, ça veut dire qu'il faut amener 100 000 ou 200 000, quoi. Ok, ok. Et tu t'étais avec un autre marchand pour les amener ou c'est toi qui faisais ça tout seul? J'ai souvent été avec en plus, de la famille qui avait du cash. Ok, mais des fois tu utilisais quand même l'argent des autres pour faire l'apport. Ouais, j'ai rarement mis le maximum que j'ai dû mettre de ma poche, ça a dû être 50%. Ouais. Ok, ouais, donc entre 50 et 100 000, quoi. Donc ça veut dire que ce capital-là, tu l'avais amorcé déjà avant. Et donc ça veut dire que quand tu as commencé le marchand de biens, ou en tout cas quand tu as poursuivi, tu as trouvé les deals et après ça partait, tout partait du deal en fait. Les choses se débloquaient à partir du deal. Quand tu trouvais l'opportunité et l'affaire. Ben, oui, oui, parce que le plus dur, en fait, surtout dans Lyon, c'est de trouver l'opération. Trouver une bonne opération bien placée. Alors, encore, précise, hein, je suis sur Lyon, c'est à Lyon. Avoir 20 ou un peu plus de marge, t'as tout le monde qui te dit oui. Hmm. Surtout avec moi, mes investisseurs sont lyonnais, donc ils connaissent, tu leur donnes l'adresse, ils vont voir, ils reviennent, Ouais, ils sont d'accord. Hein. d'accord. Et donc toi, tu bosses avec des investisseurs. Ça, c'est intéressant pour moi. Ça, c'est un des trucs dont on avait parlé, je crois, dernièrement. Euh, Parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais le marchand de biens, l'apport, tu peux utiliser l'argent des autres aussi. Bien sûr, oui. Ok. Non, parce que ça, c'est un truc dont on parle toi et moi, et on le sait parce qu'on est du métier, mais t'as beaucoup de personnes qui le savent pas en fait. Et un des, vas-y. C'est ce que m'a fait comprendre Rivoire, c'est tu as trouvé l'opportunité, ça c'est un vrai talent. Il faut du temps, il faut négocier, il faut connaître le métier, savoir connaître la stratégie, savoir maîtriser l'opération. Et le deuxième, c'est la réaliser, c'est trouver le cash. Et trouver le cash, en fait, tu as beaucoup de gens qui n'ont pas les connaissances du premier et qui aimeraient bien avoir la rentabilité du marchand sans avoir les emmerdes. Ok. Ah, ok. Avoir la rentabilité du Et marchand oui, sans avoir les emmerdes, d'accord. et même, enfin, tu regardes par exemple toutes les plateformes de crowdfunding, leur problème, c'est pas l'argent, c'est les opérations. Hmm. Elles lèvent des millions très facilement. Tout le monde veut investir dans l'immobilier avec un rendement supérieur à 10%. Hmm, hmm, hmm. C'est le, c'est plus trouver la bonne opération qui est rentable, qui avec le moins de risques possible. Et voilà. Et après, alors ça c'est un truc effectivement que j'en parle aussi quand tu veux faire marchand de biens. Moi, je préconise d'avoir marchand de biens. Je pense que c'est pas un truc. Alors, c'est pas un truc où t'arrives, tu te lèves un matin et tu dis je vais te faire marchand de biens et tu vas faire du business. Non, marchand de biens pour moi, c'est une continuité en fait. Et quand tu as été agent immobilier, c'est un excellent départ parce que tu as déjà ton réseau, tu as des apporteurs d'affaires, tu connais le marché. Quand tu as été investisseur immobilier, c'est aussi pour moi un excellent support en fait, une excellente base. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y connaissent rien à l'immobilier, qui voient marchand bien, tu sais, un petit peu le trader de l'immobilier et qui se disent je veux faire ça pour sans connaître ce qu'on fait tous les jours, sans connaître ce qu'on gère tous les jours, tu vois. Quand tu as un propriétaire qui t'annonce un prix complètement déconnant parce il a dans sa tête,
il a déjà dépensé l'argent et qu'il va se, enfin, tu vois, ça c'est le genre de truc qu'on voit tout le temps. Alors après, c'est ce qu'on parlait dans la première interview, première vidéo, c'est l'art de la négociation. C'est Ouais, arriver à le raisonner, parce que de toute façon, le mec qui a un prix déconnant, si je reprends mon exemple, où le gars, on lui a fait croire que ça valait 150, il ne la vendra jamais. Hein. ouais, Parce que concrètement, les acquéreurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des visites. Donc, les acquéreurs se rendent rapidement compte de la valeur du bien. Ce qui est très difficile quand c'est son propre bien personnel, parce que toi, tu as ton émotionnel, tu ne vois pas difficilement les défauts, on va dire. Donc, aller voir ailleurs pour se dire, j'ai les autres appartements, ils ont ça de mieux, etc. Donc, pour un acquéreur, il va plus préférer cet appartement au mien parce il est plus avantageux que le mien. C'est un vrai travail difficile et que, pour l'instant, je ne connais aucun propriétaire qui l'a fait. Par contre, l'agent immobilier, c'est ce qu'il fait tous les jours. hmm, Lui, tous les jours, il visite des appartements dans son secteur. Donc, il est plus à même d'être, je parle d'un agent immobilier sérieux et compétent, d'apporter son expertise pour avoir le bon prix et que l'acquéreur se dise c'est une bonne opportunité, je vais l'acheter. hmm, Et ça après moi je sais qu'aussi ça dépend vachement des agents immobiliers aussi parce que comme toujours, comme on a dit dans la première partie, c'est vachement lié à l'humain. Moi je sais que je connaissais des agents immobiliers qui étaient très bons pour m'apporter des affaires, mais c'était compliqué de leur filer la revente parce que je sais que pour eux de base le bien valait, ils disaient sur une fourchette minimale. Et quand tu es investisseur et que tu veux vendre ou que tu es marchand, tu cherches justement à maximiser le prix en fait. Donc c'est Après, il y a des différences de marché. Euh, Ça veut dire que, je vais reprendre un exemple. Ça marque toujours les exemples qui te, qui on te fait sont mal. passés sous le nez. Ouais, voilà. Il faut que je réfléchisse si on n'en a pas parlé pendant la première vidéo. Le, la maison à Caluire. Je crois pas. Bon. Donc on m'amène sur une maison à Caluire avec un magnifique terrain, mais 5000 mètres carrés de terrain placé au bon endroit dans le quartier le plus cher de Caluire. Sauf que le terrain est non constructible. Donc Mhm. là, je savais que le terrain était non constructible, attention. La maison, il comptait tout, hein, il comptait également la cave dans les mètres carrés constructibles. Donc ils étaient arrivés à un calcul où leur maison, pour eux, valait pas loin de 1,5 million ou un truc, enfin non, 1,8 million, ils en voulaient. Tout le monde qui est passé, vu qu'il y avait des travaux, etc., il y avait pratiquement que des investisseurs, des marchands de biens qui étaient passés et qui leur ont fait des offres à 1,1 million. Ouais. Moi, j'arrive et je leur fais, il y a une condition suspensive, attention, hein, il y a une condition suspensive, je précise. Je peux vous en proposer donc, de mémoire. Du coup, j'ai plus. C'est 1,3 million ou 1,5 million. Ouais, je crois que j'ai commencé à 1,3 million et on a fini à 1,5 million. Si j'arrive à faire que le terrain soit constructible. Parce que c'était le moment du renouvellement du PLU et on était en train de passer du PLU normal au PLU H. Ouais. Avec la chose dans comment ça s'appelle dans le PLUH, c'était que ça, en fait, ça figeait les zones constructibles et non constructibles. D'accord. Et ça faisait des zones. Si vous voulez dire que tu avais un certain nombre d'hectares constructibles dans un secteur, et que si jamais tu voulais construire plus, et donc manger sur une zone naturelle, en fait, il fallait, dans la zone, donc là, c'était le plateau nord de Lyon, Ouais. négocier avec les autres villes pour pouvoir, en fait, s'échanger les hectares, tu vois. Ok. Donc moi, je prends un hectare naturel que je transforme en constructible, et toi, tu augmentes un hectare naturel. Et donc concrètement, tu as Caluire et Rieux. Alors je me souviens plus à combien est Rieux, mais Rieux, en fait, ils sont à moins de 50% de zones construites. Par contre, Caluire, c'est 70% de zones construites. D'accord. Et donc 30%. Et il faut être à l'équilibre, 50-50. Ok. Donc ça posait. Donc là, avant de figer les zones, il y avait un mois de discussion où les maires pouvaient dire non, donc le trait on le met là et là. Et donc en fait le trait allait être abaissé au collège qui a juste au-dessus. Ah. Donc
j'avais négocié avec les services de l'urbanisme et ils n'étaient pas contre de baisser le trait à la maison en dessous. Ouais. Donc il y avait une micro fenêtre de tir, Ouais. mais Ouais. vraiment Ouais. toute petite, mais de 2 mois. Et j'aurais dit, bah, si j'arrive à obtenir, donc on a la réponse dans 2 mois, si j'arrive à obtenir cela, bah, on y va. Et là, leur réponse a été, bah non, si le terrain est constructible, il vaut 2,2 millions. Ouais, mais ils ont rien compris en fait. Ils n'ont rien compris. Donc, le mois de novembre est passé, ciao, moi ça m'intéresse plus, hein, le terrain est non constructible, il restera non constructible à vie, je m'en vais. Et un mois ou deux après, je suis avec la personne qui m'a amené l'affaire, on est en train de manger ensemble, on parle, et du coup, le sujet de Calu revient sur la table, et la personne, en fait, appelle donc l'un des enfants. Et ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, c'était la fille et le fils qui étaient propriétaires, Ouais. et le fils est mort. Ouf. Et donc, il avait 2 enfants, et donc en fait, entre tous, ils devaient payer les frais de succession. Ah ouais. Et donc là, pas d'autre solution, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, d'accepter une offre de quelqu'un qui est passé par là, qui a fait une offre sans condition suspensive d'achat. De mémoire, il était à 900 000. Donc, peut-être 2 ans après, ils ont été obligés d'accepter une offre à 200 000 euros, à 900 000 euros au lieu de 1,1 million que leur proposaient les marchands de biens avant. C'est ridicule, ouais. Donc, c'est ça le côté marchand de biens. C'est tu fais une offre au moment où tu es. Des fois, il y a des gens, il y a des divorces, il y a des successions, il y a Ouais. des gens qui ont des problèmes d'argent. Là, je viens de voir quelqu'un qui a un établissement et concrètement, il avait un projet, le projet n'a pas fonctionné comme il voulait, il a besoin d'argent maintenant, donc il se dit, bah, je l'ai acheté 2,5 millions. Aujourd'hui, le vrai chiffre, c'est 1,6 million. Je préfère le revendre 1,6 million ou un peu en dessous et pas tout perdre, plutôt que d'attendre 2-3 ans pour me dire peut-être qu'un jour je le relèverai, parce que, un, peut-être que ça va pas repartir, et deux, c'est plus. On s'aperçoit que la stratégie qu'on a n'est pas la bonne, on n'a pas envie de faire une autre stratégie, donc on préfère vendre tout de suite. Ouais. Voilà. Bon, alors là, c'est dans le commerce, c'est différent, mais les marchands de biens peuvent faire des opérations sur des fonds de commerce. Oui, aussi, ouais. Sur des fonds de commerce. Mais alors là, par contre, ça, c'est un truc. C'est très spécialisé. C'est un métier, quoi. C'est-à-dire, les fonds de commerce, il faut pas aller sur n'importe quoi, tu vois. Enfin, ou alors, il faut te spécialiser et c'est un truc, quoi. Hein. Mais marchand de biens aussi, parce que tu n'es pas obligé de faire des travaux, tu n'es pas obligé d'obtenir des permis de construire. L'une des plus belles histoires de Rivoire, c'est, il en a fait beaucoup, hein, mais il en a eu une où il m'a expliqué, où j'étais vraiment sur les fesses. Il y a un propriétaire qui a un immeuble de bureau dans Lyon, et, le locataire, c'est Nexity. Ok, très bon locataire, ouais. Nexity, mais fin au bail. Donc le propriétaire va se retrouver avec un immeuble vide. Vu qu'il est Ouais. propriétaire depuis longtemps, il se dit, plutôt que m'embêter avec un nouveau preneur qui va négocier des indemnités pour remettre à neuf, etc., au goût du jour et tout le reste, des mois de gratuité, je préfère revendre, ça fait longtemps que j'ai, je me prends le cash, et voilà. Ce qui est cohérent, Ce qui est cohérent. Monsieur Rivoire arrive, il fait une offre à 1,1 million, je crois. Voilà. Entre-temps, Nexity étant Nexity, hein. Je vois déjà venir le truc. Il s'est passé quelque chose qui fait que, en fait, ils n'ont plus voulu changer d'endroit. Ouais. Rivoire étant Monsieur Rivoire, c'est un nouveau locataire. Hein, ils ont rompu leur bail, donc ils n'ont plus de bail. Donc il leur a refait signer un bail avec, de mémoire, c'est 6 ans d'engagement. Oh. Un nouveau prix. Et du coup, dans le délai des 2 mois de préemption, parce qu'il faut savoir que Rivoire, il va sans condition suspensive, il va cash. Ok. Même s'il a la banque, parce il a une ligne de crédit. Et, il y va cash et il a revendu, c'est, je crois, 2,1 millions. Oh. 1 million, quoi. Voilà.
C'est ça. en quelques mois sans faire aucun travaux et sans trouver le locataire. Parce que lui, sa stratégie au départ, c'était de trouver Ouais. ce qu'on appelle une signature, c'est-à-dire une grosse société établie qui puisse s'engager sur 6 mois, 9 mois et comme ça revendre à un institutionnel, à un fonds de pension, enfin à une Hmm. foncière ou un truc comme ça. Et c'est ce qu'il a fait. Ok. Donc lui, son truc. Donc déjà, lui, il a acheté. Alors sur ce truc-là, tu t'es peut-être pas au courant, mais il a acheté cash ou il a fait crédit? En fait, lui, il dit cash, mais concrètement, vu qu'il fait toujours la même chose, il fait toujours des immeubles de bureaux, qui revend toujours, la banque lui demande 10% d'apport. Ouais, 10% d'apport, hein, c'est peanut hein, quand t'es Et marchand de biens. en fait, il a une ligne de crédit, donc il appelle la banque et au téléphone directement, il sait si la banque va le suivre ou pas. Ah. Et parce que la banque, quand il parle avec la banque connaît les prix? Bah oui, D'accord. ou tout le moins, elle lui fait confiance. Mais oui, les banquiers privés sur Lyon, ils connaissent quand même les prix. Ouais. Ouais, mais enfin moi aussi, là où je suis, en fait c'est pour ça que les gens se rendent pas compte, mais les banquiers pour les marchands de biens, c'est les mêmes pour les promoteurs, pour les lotisseurs et les constructeurs. Et ce qui se passe, c'est que à force de voir défiler des dossiers de marchands toute la journée, les prix ils les connaissent mais mieux que les marchands Ouais. des fois quoi, parce qu'ils voient beaucoup plus d'OP de marchands. Et Donc puis ils ont des documents d'analyse aussi. Hein. ah, Les bases de prix, ils les ont comme tout le monde. Hein. ouais, d'accord. Et parce que ça faisait ça c'est topé ça à cet instant T, ça faisait combien de temps qu'il était marchand Rivoire? Une éternité. Ça fait plus de 40 ans qu'il est marchand, Rivoire. Ouais, donc ça aussi, hein, les OP à 1 Ah oui, million, les OP à 1 million, tu les décroches pas comme ça, quoi. C'est pas un truc qui tombe du ciel. Enfin, ça alors, tombe du ciel, mais ce que je veux dire, c'est Rivoire, que il a fait la tour du Crédit Lyonnais. Il a fait ouais, un tiers de la tour du Crédit Lyonnais. ouais. Donc, pour lui, c'est une très petite opération. Ah ouais, Ah, bien sûr. 1 million, c'est une petite OP, d'accord, ok. Ah bah oui, oui. Normalement, c'est l'unité supérieure, il travaille. Le dizaine, d'accord. Oh. Donc, Mais enfin, et enfin, on en avait déjà parlé, mais parce que tu m'avais dit que il a commencé, il avait rien, c'est pareil, oui. Oui, puisque avant, il était prof d'histoire géo. Il était prof. Pas sûr d'accord. que ce soit histoire géo. Enfin, il me semble parce qu'il adore l'histoire. Mais il me semble que c'est histoire. Et comment est-ce il a optimisé parce que il a commencé avec rien, il était fonctionnaire à l'éducation nationale et Alors, il a fait une étape. Entre-temps, il a travaillé pour un promoteur. Et entre autres, il a travaillé la fameuse tour de la Duchère. C'est la tour ronde. ouais, Le promoteur n'arrivait pas à la vendre. Et lui, il a eu une bonne idée, c'est de faire du porte-à-porte et de vendre directement aux locataires en leur présentant, en disant, bah voilà, au lieu de payer votre loyer, vous avez payé et remboursé un crédit. Et ok. comme ça, il a vendu une grosse partie de la, Ouais, ce qui est en de la, soi la comment ça base, s'appelle. hein. Ouais, mais le promoteur n'y avait pas pensé. Ok, ok, ok. Voilà. Et voilà, donc il a compris rapidement qu'il y avait une potentialité quand tu savais négocier entre Ouais. le propriétaire n'était pas forcément au courant du prix parce que lui c'est sa seule opération et donc il y avait un moyen de négocier et par rapport au prix où lui pouvait négocier s'il revendait à une autre catégorie. Comme là, toi, un immeuble qui n'a pas de locataire ou qui ne va plus avoir de locataire a un immeuble avec une signature et un engagement de 6 ans. Ouais. Mais du coup, ça n'intéresse pas le même type d'acheteur et c'est pas le même prix. Et ça, c'est un truc, ça, c'est juste génial, ça. Quand tu sais que t'as toujours des gros players dans l'immobilier, mais des mecs, des assurances, des fonds de pension, des SCPI, des trucs comme ça, qui eux achètent à des rendements, mais que moi, je suis sur le terrain et je suis investisseur et marchand que des rendements que je trouve ridicules. Jamais j'achète à ce prix-là. Et ben, t'en as qui le font. T'en as qui le font parce qu'ils ont tellement de liquidités à placer. Et je pense qu'après ils sont pas soumis aux mêmes réglementations que tout le monde. Comme c'est des, tu sais, c'est des, comment ça s'appelle? C'est des milieux où ils gèrent l'argent des autres. Donc ils ont des agréments. Oui, alors c'est des SCPI. Alors, si on regarde la petite ligne des SCPI, tu comprends tout de suite en fait. C'est que le rendement qu'ils distribuent est en fait un rendement de société.
Ça veut dire que tu as les loyers qui tombent. Donc c'est pour ça que s'il y a un loyer de X ou Y qui paye un peu, qui fait même si c'est du 2-3%, ça va, en fait, parce que les 4, 5, voire 7% qu'ils vont donner, c'est simplement en fait les reventes qui rentrent dans le chiffre d'affaires. Donc quand ils vont revendre l'immeuble, ils savent qu'ils vont faire une plus-value s'ils attendent suffisamment longtemps. Et donc, en fait, c'est la plupart comment ça s'appelle, de la performance d'une SCPI est faite par les reventes. D'accord. C'est pour ça que tu as des Euh, SCPI qui font du 7%. et du coup, parce que il me semble que entre justement, il y avait une différence fondamentale sur le business model des foncières à côté et des SCPI. Les foncières, elles mettent le minimum d'apport, donc ça fait le maximum de crédit. Et les SCPI, je crois que c'est le contraire. Elles mettent. Les SCPI, c'est rarement au-delà de 50%. Mais généralement, c'est pratiquement tout en fonds propres. Puisque, enfin, c'est des épargnants. Hein. Les SCPI, c'est que des épargnants. Ok. Donc, c'est pratiquement une assurance vie. C'est la même chose qu'une assurance vie, sauf que c'est placé dans l'immobilier. Donc, l'objectif, c'est d'avoir le moins de risques possible, donc pas de risque de crédit. Parce que si tu as le loyer qui rentre plus, tu es dans l'embarras pour payer comment s'appelle, ton crédit. Ok. Oui. Voilà. Et mais du coup, elles abondent sous les liquidités en fait. Pardon? Elles abondent sous les liquidités. Oui. Et Alors après, c'est un truc bien spécifique. Hein. Une SCPI, il faut être AMF, parce que c'est de ouais, l'argent ouais, public. ouais. Donc, c'est pas ouvert à tout le monde. Ok. C'est un sacré dossier pour avoir l'agrément AMF de collecte de fonds auprès du public. Mais oui, effectivement, une fois que. Ok. 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 Bon, cher ami, je vois l'heure. Bon, yes, Cette fois, c'est moi qui vais devoir décoller. très bien. Je suis désolé, c'était fort intéressant. La prochaine fois, j'aimerais qu'on aborde les thèmes de la négociation. Parce que ça, on a commencé à en parler dans le premier épisode, mais je sais qu'il y a tout un mythe là-dessus. Les gens se font des films de dingue, alors que c'est du bassement pragmatique. Enfin, bref, on en parlera. Il y avait la négociation et tout ce qui est la prospection en marchand de biens. Qui, à mon avis, ça, c'est un truc que tu dois pas mal t'y connaître. Donc, je pense que ça va être pas mal intéressant, ça. Bien, monsieur. Super. Nickel. Et ben écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine fois et je vous dis à ciao.